Depuis 1927, la LICRA lutte et agit contre le racisme et l'antisémitisme. Plus de 3000 militants répartis dans 62 sections multiplient les actions et les partenariats pour défendre l'universalité des droits de l'homme. Parmi eux, Jean-Marie Tiercelin, président de la LICRA Rouen, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais vous faire réagir dans un premier temps sur ces tags antisémites en agglomération de Rouen. Donc en septembre dernier, on en a parlé dans une précédente émission. Quand on est président d'une association comme la LICRA qui lutte contre l'antisémitisme, qu'est-ce qu'on ressent en voyant ça ? On est toujours étonné, on est toujours surpris, on est toujours un brin décontenancé. Même si, effectivement, dans le cadre de notre association, on a très régulièrement des victimes qui nous contactent. Mais à chaque fois, on est surpris que ça puisse exister. Juste, je voudrais dire, bon, des tags, c'est dans la rue, mais alors ceux qui nous contactent, ça peut être dans le monde de l'entreprise, dans un lycée, on a eu un cas, dans la rue, dans les problèmes de voisinage, c'est partout. Et à chaque fois, ça me surprend. C'est une sorte de motivation, justement, de voir des actes comme ça arriver. Est-ce que ça renforce l'envie de se battre ? Oui, parce que qu'est-ce qu'on voit arriver, nous ? C'est des gens qui souffrent, qui sont victimes, qui souffrent. Donc, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais on ne peut pas être insensible face à quelqu'un que l'on sent en souffrance et qui tend une main en demandant juste, dans un premier temps, écoutez-moi, essayez j'ai envie qu'on me comprenne et qu'on m'entende. Donc, oui, ça c'est une motivation à chaque fois renouvelée, quoi. C'est pas... comment dire, il n'y a pas de routine qui s'installe dans cette histoire-là. Hein. C'est à chaque fois surprenant. Vous avez évoqué les appels un petit peu que vous recevez il y a quelques secondes. Quel genre d'appels vous recevez ? Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous appelle ? Déjà, quelqu'un qui appelle, c'est que... Parce que, bon, on a une trentaine de cas à gérer chaque année. Mais il y a très peu de statistiques qui existent sur le département, sur l'agglomération, etc. C'est très compliqué. Mais c'est qu'une petite goutte d'eau sur tout ce qui peut se passer sur une agglomération de 500 000 habitants comme la nôtre sur un an. Donc déjà, il faut vraiment réagir très vite quand on a un message et prendre contact. Alors oui, c'est des problèmes de voisinage entre voisins, mais je redis ça, à chaque fois c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est choqué, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entendu comme toute victime. Donc quelqu'un qui est dans cet état-là, qui fait la démarche de chercher, mais à qui je peux en parler, qui nous trouve, voilà, la moindre des choses, c'est de réagir très vite. Alors on a évoqué la motivation à l'instant. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, justement, à vous impliquer dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ? Ouais, je crois que depuis... je suis plutôt jeune, mais depuis tout jeune, c'est les questions de l'autre, de l'égalité, m'ont toujours concerné depuis que je suis étudiant, même peut-être lycéen. Donc voilà, et à la LICRA, c'était des questions, le racisme, qui m'ont toujours préoccupé. Et à la LICRA, j'ai adhéré il y a une dizaine d'années maintenant, et il y a 10 ans à peu près, avec une autre adhérente qui était avocate, Solène Leprince, à Rouen. Un jour, Paris nous a téléphoné en nous disant « Mais vous êtes deux à Rouen, vous pourriez peut-être prendre un café et regarder. » Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé à cette époque-là la section de Rouen. Donc 10 ans que vous êtes à l'ICRA. Comment évoluait le racisme depuis votre arrivée, depuis votre entrée dans cette ligue ? C'est pas plus calme aujourd'hui qu'avant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a même peut-être... Alors... Il y a une espèce de parole un peu libérée, là, depuis quelque temps, comment dire, le racisme, je crois qu'il a toujours existé, et les propos racistes et les pulsions racistes existeront toujours. Soyons pas naïfs, mais là, il y a une parole libérée depuis quelque temps qui est plus vive, peut-être qu'avant, quoi. Vous avez dit que le racisme existait déjà il y a longtemps, existera sans doute toujours. Comment, en tout cas, le rendre le plus discret possible, si on peut dire ? Pour certains, c'est la difficulté de regarder l'autre et de tendre la main à l'autre. L'autre est différent, donc l'autre est un autre. Il n'est pas comme nous. Donc ça c'est... Alors,
je reviens à ce que j'ai pu certainement déjà dire, mais c'est par l'échange, c'est par la discussion, c'est par l'écoute. C'est pas en disant à un autre que l'on estime être raciste, tais-toi, que l'on peut faire avancer les choses. C'est de la communication. La communication, l'échange, la formation, les rencontres avec les jeunes, les rencontres avec, mais pas que les jeunes, avec des éducateurs dans un club sportif qui sont aussi confrontés à des choses comme ça pendant des matchs de foot, mais pas que de foot non plus, parce que souvent on parle de foot, mais il y a pas, c'est un peu tout terrain. Le racisme, il est partout. On a des cas, on peut le retrouver dans un lycée, on peut le retrouver, je disais, dans une entreprise privée, dans une entreprise publique. On le retrouve partout, dans la rue, dans un... Vous avez déjà eu des appels d'un lycéen, par exemple, victime de racisme au sein de son établissement scolaire ? Non, là j'ai rendez-vous dans quelques jours avec un groupe de lycéens d'un lycée de l'agglomération rouennaise qui veut réfléchir et travailler là-dessus. C'est plus dans ce sens-là que ça marche. Non, on a eu un cas dans un lycée d'un jeune qui sur le portail interne du lycée, un matin, a balancé les juifs, on va tous les cramer. Alors, si jeune ? Oui, c'est de la bêtise. Enfin, je suis peut-être un peu trop gentil parfois, mais je crois que c'est de la bêtise, c'est de la provoque, voilà. Mais ça, il faut vite réagir et il faut. Est-ce que ça peut arrêter. résulter des parents aussi, un tel comportement ? Peut-être, ou de quelque chose qu'il a lu la veille sur tel ou tel réseau, ou qu'il a entendu, ou d'une parole, parce que les paroles aussi publiques qu'on entend sur les grands médias sont pas toujours clean aujourd'hui non plus. Et puis. Aujourd'hui, on est dans une époque où on balance un truc comme ça et on sait que ça va avoir de l'effet. Et d'un seul coup, on devient un peu une vedette, même si on est anonyme et discret. Mais on se rend compte, putain, ce que j'ai balancé là, tout le monde en parle, quoi. Donc il y a un truc terrible là. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est vraiment de la bêtise plus qu'autre chose, mais c'est dangereux. C'est compliqué à comprendre. En France, pour lutter contre ça, il y a des lois qui existent donc pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination en général. Donc par exemple, s'il y a licenciement, sanction ou refus d'embauche discriminatoire, l'employeur risque 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €. Est-ce que, premièrement, les lois comme celle-ci sont appliquées et sont réellement appliquées ? Oui, il y a une justice en France, il y a des lois, il y a une justice. La grande difficulté, c'est comme quand on reçoit une victime qui dit « mon voisin m'insulte », etc. Très vite, ça peut devenir parole contre parole. Le voisin dit « non, j'ai jamais dit ça ». Donc pour qu'il y ait une justice qui puisse s'appliquer à un moment, il faut des éléments dans un dossier. Donc il faut des témoins qui sont difficiles à avoir, des témoins qui acceptent de témoigner non anonymement, enfin, donc c'est très compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais on y arrive. Mais très souvent, on fait un travail de médiation, c'est-à-dire qu'on va voir l'autre, celui qui a priori a tenu des propos ou a eu des actes, et c'est là où on arrive un peu très souvent à calmer les choses. Justement, en faisant référence aux articles, parce que très souvent, on peut avoir quelqu'un qui dit « mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense ». Non. La loi, et c'est pas moi qui l'invente, la loi dit qu'il y a des choses que l'on ne peut pas dire. Il y a des propos que l'on ne peut pas tenir. Et si on les tient, eh ben, il y a un barème, ça peut être une condamnation à temps d'amende, voire de prison. Donc ça, souvent, ça calme un peu, parce que les gens se rendent pas compte. Ils pensent un peu comme aux États-Unis, on peut dire tout ce qu'on pense. Ils pensent pas aux conséquences. Ils pensent pas ce que ça peut avoir comme conséquence. Alors, on se souvient, j'aimerais aborder un petit point d'actualité, on se souvient des violences lors du meeting d'Éric Zemmour contre les militants d'SOS Racisme. Donc le candidat veut aussi abolir des lois contre les injures et les actes racistes. Encore une fois, quand on est président de la LICRA, qu'est-ce qu'on ressent en voyant ça ? C'est consternant. Surtout que là, moi, je n'ai pas plus d'infos que vous, mais j'ai vu les images, les militants d'SOS Racisme se sont levés juste et avaient quelque chose d'écrit devant eux. Donc, alors ça c'est un autre problème, parce qu'on parle souvent du racisme de voisinage ou choses comme ça. Mais il y a aussi des mouvements en France aujourd'hui, et sur notre région ils existent, qui sont des mouvements avec une stratégie raciste, d'exclusion, de violence. Voilà, et ça c'est beaucoup plus grave. Et apparemment ces gens-là faisaient partie un peu de cette mouvance active.
Bon, en tout cas, on espère que ces actes cesseront et que la situation ira mieux d'ici quelques mois et plus le temps passera. Merci beaucoup, Jean-Marie Tiercelin, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes le président de la LICRA pour Rouen. Et cette émission est comme d'habitude disponible sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.